Merci donc à tous les trois d'être avec nous pour cette table ronde consacrée au rôle de la data et de la billetterie au sein des institutions sportives. L'objectif, c'est de repartir avec des enseignements pratiques que clubs et fédérations pourront appliquer immédiatement. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais commencer avec Thomas. Thomas, sur ces 15 dernières années, on a un seul micro qu'on va se partager. Thomas, sur ces 15 dernières années, c'est quoi la différence de maturité digitale entre le secteur du sport aujourd'hui et les secteurs comme les médias ou le retail que tu connais bien? On en a parlé de maturité digitale, donc un petit peu de contexte sur ces dernières années. Allô, oui, bon, bonjour à tous. Donc la différence entre la maturité retail et ticketing et plus globalement le sport, j'ai pu la constater effectivement parce que ça fait 10 ans maintenant que je travaille chez un retailer qui est assez important, vous connaissez, qui s'appelle Vente Privée et VP plus récemment. Et quand je travaillais parallèlement avec le secteur du sport, une des différences flagrantes, c'est qu'on avait des acteurs du sport qui avaient des volumes d'affaires extrêmement importants. On s'est même aperçu il y a quelques années que vous prenez un site comme le PSG. Le site du PSG, c'était le 30e retailer en France en termes de chiffre d'affaires. Et pour autant, au quotidien, ces acteurs-là avaient comme réflexe de vendre des billets et pas forcément celui de vendre un bien lorsqu'il y a du merchandising, vendre un service lorsqu'ils vendaient un titre d'accès avec tous les savoir-faire associés et notamment marketing. La grande différence, elle est dans le fait que les organisations dans le sport n'étaient pas totalement adaptées à tout le potentiel qu'il y a derrière l'extraordinaire relation qui existe entre un fan et un club. Fan qui, lui, vient naturellement chez le club. Le club n'a pas besoin de payer, n'a pas besoin d'acheter de la publicité sur Google, sur Meta pour faire en sorte qu'ils viennent. Ils viennent avec une attention extraordinaire et en fait, on pourrait, entre guillemets, mieux les utiliser, mieux les optimiser. Et ce qui a changé sur ces dernières années, c'est peut-être une prise de conscience de la part des organisations sportives, des fédérations, des clubs et des ligues, que finalement, elles avaient un potentiel extraordinaire et qu'elles pouvaient utiliser des outils que d'autres industries utilisaient pour révéler tout ce potentiel. Absolument, et c'est de ce potentiel dont on va parler avec vous trois. Justement, question pour Hugues et pour Lucien. On revient sur ces 2 dernières années, les innovations récentes à présent. C'est quoi, selon vous, les grandes nouveautés autour du digital et de la data dans le sport? Et on va commencer par ton témoignage. Bonjour à tous. Les innovations, moi j'ai beaucoup aimé la salle des Lakers à Los Angeles. Ils proposent maintenant on peut entrer dans la salle avec Face ID, on n'a plus besoin de billets. On va dans les boutiques, on prend un produit, on ressort, on est débité d'une compte sans savoir. Il y a beaucoup d'innovations qu'on peut faire là-bas, qu'on ne peut pas malheureusement, ou peut-être heureusement pour des droits. On a parlé des RGPD tout à l'heure, il y a des droits là qu'on ne peut pas avoir nous en France. Mais il y a beaucoup de bonnes idées à prendre du côté des États-Unis. Et sinon, depuis quelques mois, quand même, il y a aussi une omniprésence du mobile, je trouve, par rapport à il y a quelques années maintenant, on achète tout par mobile et par téléphone et l'ordinateur desktop n'est plus trop utilisé. Et il y a le revenu management enfin, qui est depuis quelques années quand même central, mais on y reviendra après. On va parler du revenu management tout à l'heure. Hugues, ton point de vue sur ces dernières innovations? Mais moi, ce qui m'intéresse, comme je travaille pas mal avec des acteurs du sport, mais aussi avec des acteurs d'autres univers de la billetterie de loisirs, c'est de comparer la façon dont ça évolue dans ces différents univers. Et tout ce que vient de dire Lucien est très vrai. Bon, il y a 2 sujets qui m'intéressent particulièrement pour bouger ces 2 dernières années, qui sont la partie revenu management, et en particulier la gestion des prix de façon dynamique. Et puis, il y a tout ce qui vient autour de la data, et en laissant de côté l'aspect stratégique, parce que c'est un sujet stratégique pour les clubs, pour les clients en général, mais la data, c'est en train de devenir de plus en plus un sujet dans lequel le législateur met son nez. Et donc, quand tu parles de reconnaissance Face ID à l'entrée d'un stade aux US, tous ces sujets de KYC, aujourd'hui, il y a des clubs qui décident d'y aller, mais demain, après on peut avoir un débat de société là-dessus, mais demain, ce sera juste une obligation pour n'importe quel club, n'importe quel producteur de spectacle, de savoir ce qui se passe dans sa salle et qui est dans sa salle.
Et ces changements-là, soit on va les subir, soit on va avancer avec. Et dans l'univers du sport en France, en tout cas, c'est pour moi une problématique qui risque d'être plus facile, qui sera plus facile à aborder parce que la plupart des acteurs dans le monde du sport ont la main sur tout ça. Ils ont la main sur la distribution, donc s'il y a prix dynamique, c'est eux qui décident de l'administrer ou pas. Ils ont la main sur la donnée, donc il n'y a pas de sujet de partage de données. Ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres industries et ce n'est pas le cas sur beaucoup d'autres marchés. Merci Hugues. On va parler de la billetterie à présent. Donc, on s'est bien rendu compte, comme l'a dit aussi Jérôme ce matin, que la billetterie, ce n'est pas juste une vente au guichet. Donc, Lucien, j'aimerais bien savoir ton point de vue. On sait que la billetterie est devenue donc un levier stratégique plutôt que juste une vente au guichet comme on l'entend. Quel est ton point de vue là-dessus? Ouais, souvent on a ce truc-là, la billetterie, c'est juste un vent levier. Je ne l'ai pas connu moi au HBC Nantes parce qu'on a parlé de revenus télé tout à l'heure. Et en fait, au HBC Nantes, dans beaucoup de sports entre guillemets mineurs, on n'a pas beaucoup de revenus droits télé. Donc les revenus billetterie en fait, est une grosse source de revenus. À titre d'exemple, au HBC Nantes, c'est 30% du budget total du club qui est généré par la billetterie, donc du coup c'est un élément non négligeable. Et en fait, moi j'ai jamais connu billetterie, c'est justement un billet. Il y a toute une stratégie à mettre en place d'abonnement, de places sèches. Et du coup, je me suis jamais senti comme délaissé, entre guillemets. On a souvent ce truc-là. J'ai bossé également à Paris 24 et ils disaient toujours, oui, la billetterie, on est un peu les derniers du chariot, mais en fait, la billetterie, c'est hyper important. On a changé de billetterie, nous, cette année, au HBC Nantes. Et en fait, on voit que toutes les parties prenantes, tous les services de l'entreprise sont impactés par ça. Et en fait, c'est un élément central, la billetterie, je le rappelle. Hugues, ton point de vue là-dessus? C'est marrant ce que tu dis, parce que moi j'ai bu une bière avec une copine hier qui est directrice de billetterie dans un club. Elle me dit mes parents, ils me demandent encore ce que je fais la semaine. C'est-à-dire les matchs et le week-end, du coup tu t'occupes de la billetterie, c'est quoi le résultat? Et c'est assez paradoxal parce que le revenu de 30%, c'est beaucoup, quoi. On appelle ça un bon équilibre de revenus. Quand le ticketing fait 30% du revenu, ça commence à être solide. Mais même dans des clubs où le ticketing, ça fait que 8, 10, 12%, malgré tout, c'est quand même le cœur du produit. C'est-à-dire qu'avant avant tout le reste, avant la marque qui peut représenter plus de valeur et plus de revenus in fine, mais avant tout le reste, le produit qu'on a à vendre, quand on est un club, c'est ce qui se passe sur un terrain, et donc ça se consomme soit dans un stade, soit à la télé. Donc le cœur du produit, c'est ce truc-là. Donc ça axe le rôle du ticketing manager, voire revenu manager maintenant. Déjà, c'est un peu mieux. Souvent, tout ça, c'est embriqué avec la partie revenu, mais ce rôle-là, il a été pendant longtemps cantonné à une responsabilité opérationnelle et technique. Voilà. De plus en plus, fort heureusement, c'est un rôle stratégique et on comprend, on reviendra sur la donnée, que s'il y a une donnée qu'il faut connaître, c'est pas forcément, évidemment, il faut avoir la main sur tout, mais c'est avant d'avoir la donnée du mec qui achète un maillot ou qui s'abonne à la chaîne TV du club, il faut d'abord et avant tout connaître et avoir la relation avec celui ou celle qui vient dans son stade. Thomas, on sait que les distributeurs aujourd'hui peuvent maîtriser de plus en plus toute leur chaîne de valeur, et donc ça s'est passé par le digital, qui a permis donc au club de se libérer de ce duopole des distributeurs. Comment ça s'est passé? Comment le digital a aidé dans ce processus? Il y a le digital et aussi il y a la stratégie de certains acteurs de faire prendre conscience aux clubs et aux acteurs, aux acteurs du sport, qu'ils étaient en position de force par rapport aux intermédiaires. Donc effectivement, il y a 10-15 ans, lorsque vous étiez un club, vous considériez que naturellement vos places devaient être chez Leclerc, chez Carrefour, chez la Fnac, sur Ticketnet, sur Digitic & Co. Et puis c'était super parce que vos places, votre marque allait partout, qu'on allait vous prendre entre 10 et 20% de commission, et puis que surtout ce qui était encore mieux, c'est que vous n'alliez pas avoir la connaissance du client. Donc en fait l'idée c'était d'arriver, de dire au client, vous pouvez vous émanciper de ce principe, qui pouvait paraître contre-intuitif à l'époque, de dire vous allez vendre vous-même vos places, vous allez opérer vous-même et vous allez retrouver une certaine liberté d'action, de connaissance et de revenus. C'était nouveau et c'est même d'ailleurs encore nouveau
aujourd'hui, en France, en Europe et dans le monde, parce qu'il y a encore des pays qui sont extrêmement intermédiaires, comme les États-Unis par exemple, où les super franchises qui font des super expériences clients se retrouvent encore blind au niveau de la donnée, alors dans un pays qui est moins légiféré que le nôtre ou que l'Europe, mais on est encore dans une situation où la France, par exemple, est en avance parce qu'il y a des grands clubs et des plus petits clubs qui ont un pouvoir local extrêmement puissant, comme le H à Nantes, qui sont aujourd'hui tout à fait en capacité de désintermédier la chaîne de valeur. Le paradoxe de la situation, c'est qu'on a mis 15 ans à faire ça, pour arriver dans une situation aujourd'hui où le rapport de force s'étant inversé, on est en mesure aujourd'hui de réouvrir entre guillemets nos chakras pour que les distributeurs fassent leur vrai rôle à la base, à savoir aller chercher l'incrément, aller chercher les supporters ou plutôt les consommateurs dans ce cadre-là qui n'auraient pas été touchés directement par le club, dont la target prioritaire est le fan, le supporter, développer la stickiness, la revisite, ainsi de suite. Ça, c'est le club. Puis après, il y a ceux qu'on a envie de séduire, mais qui n'ont pas le réflexe forcément du H à Nantes parce qu'ils ont d'autres passions. Peut-être qu'à ce moment-là, le distributeur peut être une voie complémentaire. Mais on a mis 10 ou 15 ans à dire non, on commence comme ça, on crée les fondations et derrière, on va s'ouvrir. Et c'est cette période-là qui est intéressante parce que c'est ce que Hugues expliquera après, de dire qu'en complément over the top de cette stratégie qui est vraiment essentielle, ultra stratégique pour les clubs, on peut dorénavant se réouvrir, mais différemment, et avec un rapport de force qui est élevé. Justement, on va en parler du H avec toi, Lucien. On l'a compris, la bataille de la data client, la donnée client est devenue un enjeu non négociable, notamment l'email, l'historique d'achat, etc. Qu'est-ce que vous en faites, vous, de cette donnée au HSBC Nantes? Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il me semble que vous avez eu un CRM bien avant l'équipe de foot de Nantes, quoi. Ouais, c'est toujours l'anecdote que je raconte et qui m'étonne. En fait, moi, je suis un supporter du FC Nantes, forcément, je suis de la région nantaise. Et en fait, je me disais, c'est pas possible qu'une marque comme ça n'ait pas le CRM, alors que le HSBC Nantes, quand je suis arrivé, il l'avait déjà. Et du coup, c'était juste étonnant. Et comme disait tout à l'heure Thomas, c'est que les rapports de force ont changé. Et maintenant, moi, le distributeur, je m'en sers comme de la visibilité. Et par exemple, il paye plus cher sur le distributeur que sur un billetterie direct. Et pour revenir à la question sur, qu'est-ce que j'en fais de la donnée. Donc la donnée est très importante. Ce que je dis souvent, c'est que c'est l'email la base de la donnée. C'est l'email qu'on récupère c'est plus simple à contacter une fois qu'on a le mail de la personne. C'est le moins cher aussi. Ça permet de parler à plus de personnes en moins de temps possible. Donc faire des emailing très importants à des milliers de personnes. Et donc du coup, c'est tout cet historique d'achat que j'utilise après pour proposer la place à la bonne personne au bon moment, au bon prix. C'est des cours de marketing qu'on récite quand je dis ça. Mais à l'époque, quand j'étais en DUT, je ne me rendais pas compte. Mais en fait, c'est la réalité. Et il faut trouver ce bon mixage justement, et bon moment, bon prix, bonne personne. Et tout ça, avec bien sûr un CRM, permet de Donc le revenue management, justement, tout ce que tu dis, c'est un peu... Et voilà, du coup, le revenue management, commence avec ça, avec le bon prix, la bonne personne, ou non, c'est... Ok, on va en parler tout à l'heure justement de tout ça. Thomas, une fois les clubs maîtres de leur clientèle, comment et sous quelles règles est-ce qu'ils peuvent collaborer avec les distributeurs sans cannibaliser leur modèle direct ni perdre le contrôle des données? En imposant aux distributeurs de renvoyer le client chez lui, soit pour finir la transaction, soit pour valider définitivement son titre d'accès. Donc il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui si on veut continuer à garder 100% de la connaissance client. Ça, c'est l'enjeu marketing. Et dans un futur très proche, Hugues le soulignait tout à l'heure, pour des enjeux de sécurité, parce que effectivement, on vit dans un monde où, dans très peu de temps, il sera obligatoire de prouver son identité via ce qu'on appelle un KYC, une identification forte pour pouvoir entrer dans des arènes et participer aux événements. Donc le distributeur, en d'autres termes, n'aura pas d'autre choix que de collaborer avec les règles du monde.
Hugues, en octobre dernier, Chorus Ticket et FanXP ont annoncé un partenariat stratégique autour d'une distribution plus diversifiée et plus puissante grâce à une API qui connecte les canaux de vente. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour un club? Eh ben, ça va dans le sens de ce que Thomas vient d'expliquer. Donc on a fait, c'est la première connectivité, c'est le premier câble qu'on a tiré de la tuyauterie. On tire des câbles entre des clubs, des producteurs de spectacles, des ayants droit dans l'univers de la billetterie. Et on tire d'autres câbles vers des distributeurs. Voilà. Avec une règle d'or, c'est que la chaîne de valeur, elle doit rester à la main de l'ayant droit. Donc le but du jeu, c'est de mettre à disposition d'un club le plus large réseau possible de distribution et de lui permettre d'activer ce qui lui est utile. Ça prend quelle forme? Si je suis le PSG, ça ne va pas m'intéresser du tout de réouvrir la distribution en France, parce que mon marché, je le connais par cœur. Ma chaîne de valeur, elle est opérée à travers mes outils en propre, donc ça n'a aucun intérêt. Par contre, aller chercher des consommateurs asiatiques à travers des outils, ça m'intéresse, parce que ça, c'est des consommateurs qui ont de la valeur. Donc, on top de ma base, de ma fanbase déjà existante, ça m'intéresse d'aller activer ce type de canaux. Si je suis le H, club avec lequel on travaille depuis peu, ce qui va m'intéresser, c'est même pas d'aller chercher d'autres canaux, c'est de fluidifier, par exemple, ma relation avec les comités d'entreprise et les inter-CSE. Ce sont ces grosses boîtes barbares qui opèrent beaucoup de comités d'entreprise. Donc on va intervenir sur ce sujet-là en particulier. Donc c'est le type de distributeur, il est tellement varié, et les problématiques des clubs, elles sont tellement variées également. Le but du jeu, c'est simplement de mettre à disposition de tous les ayants droit un éventail de solutions de distribution qui leur permettent d'aller chercher de l'incrémental de façon intelligente, sans jamais franchir cette ligne rouge qui est, en fait, un client du H, c'est d'abord un client du H. Alors ça ne veut pas dire que la donnée, elle ne se partage pas, Thomas en parlait tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'elle ne se partage pas. C'est-à-dire que c'est aussi un client du H. Voilà. Moi, quand je vais au Stade Rennais, si j'achète mon billet chez Leclerc, je ne savais pas jusqu'à présent que j'étais qu'un client Leclerc. Moi, je pensais que j'étais un client Stade Rennais, parce que j'allais voir mon club, donc à la limite, je m'attendais à être sollicité par le Stade Rennais. En fait, pour l'instant, je ne suis qu'un client Leclerc, ça n'a pas de sens. Voilà. Demain, je veux comprendre que je ne sois pas qu'un client Stade Rennais, mais un client qui appartienne et au distributeur et au club. Ça, c'est quelque chose qui est entendable. Mais il faut qu'il y ait à minima cette condition qui soit respectée. Merci, très clair. Et on ne peut pas être parfait, mais c'est bien de supporter quand même le Stade Rennais. Ça ne nous empêche pas de travailler avec les Nantais. Bon, il n'y a pas de petit délire, ça va. Thomas, FanXP couvre un écosystème très large, paiement, web, mobile, logiciel de billetterie, assurance billetterie, expérience VIP, et j'en passe. Pour un club ou une fédération, par où est-ce qu'il faut commencer pour créer rapidement de la valeur sans se perdre dans la complexité? Ça dépend des clubs et du niveau de maturité du club. Je vois Alexis qui est au premier rang, qui travaille chez DataXP, qui est notre nouvelle entité et qui audite justement gracieusement tous nos clients pour benchmarker où ils en sont, à quel niveau de maturité, notamment sur l'univers de la donnée. Donc ça c'était la première pirouette pour répondre à la question. Mais plus globalement, pour nous, ce qui est important, c'est d'être sur les fondamentaux. C'est pas de se la raconter en ayant des projets où on se dit que certes il faut envoyer le bon mail à la bonne personne, mais il y a toujours ce fantasme de dire il faut qu'on vende un ticket avec une écharpe, avec un menu, et puis qu'il faut que ce soit ciblé très précisément. Oui, certes, mais très souvent avant ça, il faut que les fondamentaux soient respectés, il faut que les interconnexions entre les outils fonctionnent, et c'est surtout des choses simples qui doivent être faites prioritairement entre les différents systèmes. Je vois Oliver derrière là-bas qui sur le CRM a passé son temps à implémenter et à aider les clients à arriver à dire votre donnée elle doit être centralisée, mais une fois qu'elle est centralisée, il faut qu'on puisse l'utiliser. Il est arrivé dans les clubs, cette donnée-là, il n'y avait que la billetterie.
Mais ce club, pour autant, il fait aussi du F&B, il fait aussi du merchandising. On ne savait pas que dans telle tribune, il y avait des mecs qui consommaient énormément du F&B, et cette information, on ne l'avait pas, ils n'étaient pas capables de le dire derrière. Donc voilà, il y a des fondamentaux à mettre en place, et c'est aussi pour ça que nous, on a associé beaucoup de savoir-faire chez FanXP, c'est qu'on s'est aperçu qu'il fallait qu'on apporte à nos clients de penser à ces sujets un peu chiants d'interfaçage entre les différentes solutions, plutôt que ce soit eux qui les fassent et que eux soient plutôt focalisés sur leur stratégie marketing, leur stratégie commerciale, et qui n'étaient pas là pour combler les trous techniques qu'il y avait entre plein de solutions qui ne se parlaient pas suffisamment bien. Donc notre priorité, c'est celle-là pour leur rendre la vie un petit peu plus simple et qu'ils se focus sur leur stratégie commerciale et marketing. Merci pour cette deuxième pirouette finalement. Ça a bien marché. Lucien, on peut parler on dit la personnalisation qui rapporte ou la tarification qui maximise. Est-ce que tu peux citer quelques cas d'usage où la data a amélioré vraiment les résultats concrètement? Plus on personnalise, comme on l'a dit tout à l'heure, plus on va cibler mieux la personne. Du coup, il y a plus de chances qu'elle génère du revenu derrière. Grâce à des CRM comme Delight, on a la donnée instantanée. On sait combien de personnes ont ouvert le navigateur, combien ont cliqué, combien ont acheté un billet finalement. Donc la personnalisation, on rapporte. Mais pour l'autre aspect, la tarification qui maximise, finalement, l'un va avec l'autre. Plus on personnalise, plus on peut augmenter le prix, et parce qu'il y a plus de chances que la personne achète, et plus on va augmenter le prix, plus on va maximiser. Et donc c'est un peu lié les deux. Et, voilà. Cercle vertueux en quelque sorte. J'en parlerai plus tard. Thomas, alors on entend beaucoup de noms pour dire yield management, revenu management, tarification dynamique. Est-ce que tout ça finalement c'est un peu la même chose, ou est-ce qu'il y a des différences entre ces terminologies? Alors, il y a pour nous, en tout cas parce que tout le monde peut avoir sa propre définition, mais pour nous, le revenu management est une grande discipline dans laquelle on va retrouver de l'aide à la décision, du dashboarding, de la recommandation et du lead management ou du pricing dynamique. On a récemment annoncé le rachat d'une entité spécialisée dans le revenu management. On l'a fait maintenant et pas avant, parce qu'on pensait que la manière dont le revenu management et le pricing dynamique étaient effectués sur le marché était un poil caricatural, parce qu'on pense que le sport, le live, sont des thématiques qui sont singulières, avec des référents dans le temps qui sont pas faciles. Quand je parle de ça, je parle des comparables. Souvent, on a eu tendance à se dire, tiens, on va faire du lead management comme on fait dans l'aviation. Et les gens qui vont acheter des spectacles demain sont des gens qui vont être traités de la même manière que les gens qui vont acheter un Paris-Lyon. Un train Paris-Lyon, il a lieu tous les lundis matins à 8h et il est comparable à tous les autres Paris-Lyon sur les 30 dernières années. Ce qui crée ce qu'on appelle, en termes mathématiques, un big data sur lequel on peut travailler et processer de l'algorithme pour avoir des thèses in fine qui soient extrêmement fines. Un Paris-Lyon dans le foot est incomparable à tous les autres Paris-Lyon. Et donc cette subtilité-là nous amène à traiter le sujet d'une manière un petit peu plus fine et adaptée à nos clients. Donc le revenu management, voilà, c'est quelque chose qui est assez complexe dans le sport. C'est aussi une discipline qui doit associer des principes qui sont antagonistes. C'est-à-dire que monsieur, par exemple, a pour objectif d'augmenter les revenus. Mais pour autant, l'après-midi, on va lui dire, ouais, mais il faut que tu augmentes la satisfaction client. Et augmenter la satisfaction client dans un club de foot de hand, c'est aussi faire attention à des typologies de population, notamment au prix. Donc la mise en place d'un pricing dynamique, tel qu'on peut le voir dans le live, et qui est aujourd'hui un petit peu décrié, surtout quand ça se fait au détriment des fans avec une explosion des prix, c'est quelque chose qui doit être regardé de manière très vigilante. Donc c'est une discipline qui est passionnante, mais qui est très spécifique à ce secteur et qui mérite des bons outils, des bonnes personnes et pas mal de finesse dans la relation avec le client. Merci pour ces explications. Justement, Lucien, est-ce que tu as des exemples concrets à nous donner de tarification dynamique que tu peux mettre en place, même si tu en as déjà parlé tout à l'heure? Oui, après, pour la tarification dynamique, on se base surtout sur l'historique des ventes qu'on a eues les années présentes. Et comme disait Thomas, en fonction de l'adversaire, déjà on a des choses qui diffèrent en fonction des saisons.
Mais l'adversaire, la date, peut permettre d'affiner les tarifs. Moi, je le fais manuellement, je n'ai pas d'outils automatiques, je n'ai pas d'outils spécial pour ça. C'est ma maîtrise du sujet. Comme tu l'as dit, ça fait 8 ans que je travaille avec le Sinan, du coup, j'ai ma connaissance du public nantais qui m'aide, qui m'aiguille dans tous mes choix de tarifs et de segmentation. Mais comme exemple, qu'est-ce que je pourrais dire que l'important, c'est d'abord de remplir sa salle avant de maximiser. Donc finalement, il ne faut pas avoir peur d'avoir des prix bas au début pour remplir. Et après, avec de la création de nouvelles catégories, on peut maximiser et faire du revenu en plus. Mais d'abord, il faut avant tout remplir sa salle. Et tout à l'heure, Thomas parlait d'outils, qu'il fallait se construire également sur un seul outil des fois et pas s'éparpiller. Et c'est un peu la même chose quand tu parlais des offres, une place plus une écharpe, plus une boisson, mais finalement, d'abord, il faut remplir sa salle avant de vraiment travailler le tarif, à mon sens. Merci Lucien. Hugues, vous faites la liaison entre les logiciels de billetterie des clubs et les canaux de distribution. À votre niveau, comment vous voyez la tactique d'optimisation des revenus? Et est-ce que d'autres industries ont des pratiques qui peuvent servir d'exemple pour le sport? Alors nous on est en bout de chaîne, hein. Donc la tactique, on ne fait pas de stratégie et de tactique. Déjà on se préoccupe de bien intégrer cette contrainte dans la chaîne de valeur et de distribution. Avec bien faire comprendre, parce que pour expliquer les choses simplement, ça rend les choses beaucoup plus complexes pour un distributeur. Quand Lucien il décide avant, quelqu'un qui avait le job de Lucien, il décidait qu'il avait 8 catégories, donc 8 prix, il faisait sa mise en vente, c'était terminé. Là, il décide lundi matin qu'il va augmenter ses prix de 8%. Si ce n'est pas immédiatement répercuté, c'est un problème. Donc, tant qu'il est seul à vendre ses billets, tout se passe bien. À partir du moment où il décide d'avoir des distributeurs, il va falloir que cette information, elle redescende, et elle redescende idéalement en temps réel. Et si demain, il passe au step d'après et il décide que ce n'est pas le lundi matin qu'il fait un choix à la lumière de son expérience sur l'augmentation de 8%, mais que c'est mécanisé, qu'il s'appuie sur un algorithme, alors là, le distributeur, il faut que soit il a une armée qui est connectée en live à toute la montée de prix, soit il automatise la chose. Donc il y a cette implication-là. Et après, sur la stratégie de prix dynamique, effectivement, ce qui se fait dans le tourisme en général est évidemment pas applicable à l'industrie du loisir, en tout cas pas en l'état. Par exemple, on en discutait juste avant, mais c'est vrai que les acteurs qui appliquent des stratégies montantes et descendantes sur les prix, c'est un peu dangereux en termes de satisfaction client. Voilà. C'est très bien accepté dans le transport ou dans l'hôtellerie, mais dans l'univers du loisir, c'est quand même vachement déceptif pour le type qui s'y est pris à l'avance, qui a réservé ses billets, qui se rend compte qu'en fait c'est moins cher après. Donc la fois d'après, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. C'est pas forcément un bon calcul. Et j'ai vu pas mal d'usages assez intelligents, notamment dans les parcs d'attractions qui font ça depuis un moment. Voilà, simplement de jouer sur les tarifs en fonction des dates, ça permet d'avoir un bon équilibre à la fois de stratégie de prix et de stratégie de relation client. C'est price management et customer management. À la fin, un parc comme Port Aventura, avec qui je travaille beaucoup, alors je ne vais pas donner les chiffres pour ne pas dire de bêtises, mais ils ont fait, avec un nombre de visiteurs qui n'a pas bougé, une croissance à 2 chiffres en chiffre d'affaires, avec des files d'attente qui en moyenne ont baissé. Ça me semble être une stratégie assez intelligente, à la fois de price et de customer management. Oui, on voit que les résultats sont quand même très très bons dans ce domaine. Ma question suivante, oui, c'était justement pour toi, Lucien. On va parler un petit peu de création de la rareté. Comment on fait pour créer de la rareté dans un club, par exemple, comme le vôtre, où le taux de stade est quand même rempli la plupart du temps? Comment on joue sur ça, en fait? Le club, le stade est rempli, mais il ne se remplit pas tout seul et on n'est jamais rempli non plus 15 jours avant. Donc il y a toujours du travail là-dessus. Et comment on fait pour créer de la rareté? On le fait justement par le tarif. Le tarif, finalement, ça aide à créer de la rareté. Quand on a des prix chers, du coup, c'est moins accessible, donc du coup, ça crée de l'attente. Pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, ma règle d'or, c'est plus on achète tôt, moins on paye cher. Et ça, c'est hyper important pour un supporter parce qu'effectivement, il faut toujours récompenser le supporter qui est réservé en amont. Et donc, créer de la rareté, sinon, ça évolue sur des catégories aussi. Créer une expérience en plus, on peut premiumiser l'expérience.
Ouais, précédente, j'ai mis en avant des offres nouvelles pour le grand public. On se situe entre le grand public et le VIP. Et donc, ça peut être du Golden Ticket. J'ai créé Golden Ticket, on paye une option pour avoir accès à un tirage au sort. En fait, on paye 5 € plus par exemple pour gagner 2 places VIP. Et un jour avant le match, il y a un tirage au sort qui est fait. Et ça permet de générer des revenus supplémentaires. Ça peut être également du carré or, de l'offre. J'ai créé une offre également aussi que j'ai appelée le spot. C'est juste des places avec une table. Et en fait, comme il y a une table, on peut manger plus facilement. Comme on n'est pas dans. On parle des États-Unis tout à l'heure, on n'est pas dans des salles. Hyper moderne, même si ici elle est très récente. J'ai eu la chance d'aller c'était à New York, c'était les Knicks, non les Nets, Brooklyn Nets, et j'ai été là-bas et chaque siège, on a un porte-gobelet. Et ça, c'est dans l'identité américaine, mais on ne l'a pas ici. Ici, je crois que c'est que les courtside qu'on gobelet, mais finalement, pour maximiser le revenu aussi, bah, la salle, si elle est équipée de ça, par exemple, elle permet de générer des revenus en plus. On ne va pas aller commander un sandwich et une boisson parce qu'on va être comme ça sur son siège et c'est pas idéal. Merci beaucoup. On va faire un peu plus vite pour la fin, on ne reste plus beaucoup de temps, mais j'ai quelques questions encore évidemment à vous poser. Thomas, est-ce que justement là-dessus, tu as aussi tes clients ont des techniques pour créer de la valeur, en outre de ce qu'a dit Lucien? Oui, il y a plein de techniques. Non, mais je rebondis juste sur ce que tu disais, parce que c'est quand même intéressant. On a aujourd'hui des enceintes qui se créent en France et qui ne sont absolument pas adaptées à l'upsell. Je me souviens, il y a une startup qui s'était montée il y a 10 ans qui s'appelait DigiFood, ou même plus que ça, 15 ans, qui faisait de la livraison à la place dans les stades. Tout le monde trouvait ça génial, mais en fait, c'est impossible. En France, c'est impossible à la place. C'est-à-dire que les stades ne sont pas créés pour avoir suffisamment de place pour que les gens puissent passer ou même essayer de tendre un petit peu le bras. Donc c'est aussi, il y a quand même des enjeux structurels. Donc voilà. Et c'est pas ma question. C'était sur les techniques justement pour créer de la rareté. Les techniques pour créer de la rareté, non mais la rareté voilà, c'est tout, c'est essentiel. Le taux de remplissage permet de créer ce phénomène-là et permet de créer de la valeur par-dessus, permet de créer de la fidélité et voilà, c'est essentiel. Okay. Hugues, on va parler un tout petit peu de premiumisation des offres. On sait que les compagnies aériennes sont en avance sur le sport, sur ce domaine-là. Premiumisation, segmentation des offres. Par exemple, Air France qui propose des longs courriers avec des sièges économie premium, et quelques sièges en classe éco avec plus de place, etc. etc. Est-ce que les clubs de sport, et Jérôme l'a dit déjà ce matin, prennent un peu cette direction? Comment? Ah bah oui, les clubs de sport, et pas que les clubs de sport. Enfin, par premiumisation, si on se comprend bien, c'est-à-dire on se parle de ce à quoi faisait référence Lucien il y a 5 minutes. Il y avait jusqu'à présent, il y avait l'hospitality, puis il y avait le grand public. Et entre les deux, il y a une espèce de gouffre, comme s'il n'y avait pas de marché. En fait, dans mon souvenir, les premiers dont je me rappelle, c'est le LOSC et l'OM, je crois, qu'on fait le H-bar au Vélodrome, mais je ne sais plus comment ça s'appelait au LOSC, et qui sont ces offres qui s'adressent à soit une clientèle, soit le bas de la clientèle B2B, c'est-à-dire artisan, commerçant qui va emmener un client, soit le haut de la clientèle B2C qui veut se faire un kiff et qui est prêt à dépenser plus pour des places. Donc ça, oui, évidemment, c'est en train de se développer. C'est évidemment un segment à aller exploiter et c'est vrai dans tous les univers. Je sais pas, l'autre jour, je regardais ce qui se faisait dans la culture. Si vous allez visiter la Casa Batlló à Barcelone, il n'y a pas les entrées sèches et les visites guidées. C'est fini. Il y a 12 tarifs de la visite coucher de soleil. Je suis le premier à visiter, je visite tout seul. J'ai une flûte de champagne à la fin. Enfin, voilà, parce que en fait, il y a du monde. Le budget, il est entre 10 et 150 €, quelle que soit l'expérience. Oui, évidemment, là, sans partir dans tous les sens, parce qu'après, ça devient un enfer à distribuer. Et on n'atteint plus cet objectif de remplissage. Mais une fois qu'on a une stratégie qui permet de remplir, évidemment, segmenter, c'est aller chercher de la valeur. Je vais juste rebondir sur le sujet. Ce qui dit est hyper important, c'est qu'il y a vraiment une création d'une troisième catégorie de population dans les stades. Avant, on avait GP pour grand public, hospitalité, et il y a GP+, qui est en train d'arriver, et qui est vraiment en train d'être un nouveau segment, qu'il soit marketing, ticketing, co, qui va être identifié dans les stratégies, mais également dans les outils, dans les plateformes, comme un nouveau levier de croissance
pour les clubs. Je viens sur le sujet, mais je pense à ça. Au HB Centre, quand je suis arrivé, je crois qu'il y avait 4 catégories. Maintenant, on est rendu à 10 ou 12 catégories sur les matchs. Et donc, c'est bien pour montrer que la diversification de l'offre permet de rendre du management et la prémonisation des postes. Merci à tous les trois. Très rapidement, une toute dernière question, en quelques mots. Je vais vous laisser la parole à tous les trois. Est-ce qu'il y a une chose, selon vous, que les clubs et les fédérations devraient mettre en place dans les 6 prochains mois, disons, pour améliorer leur performance? Ils devaient faire une chose. C'est très, très dur de répondre à cette question, parce que déjà, ça dépend vachement du marché et de la fédération ou du club en question. Chacun a son propre public. Mais moi, ce que je dirais, c'est d'abord peut-être remplir sa salle avant d'essayer de maximiser et de chercher plein d'idées, très bonnes idées qu'on peut avoir partout. Mais d'abord, il faut remplir sa salle. C'est le critère numéro 1. Merci beaucoup. D'une manière plus pragmatique, c'est pour ne pas subir ce qui va arriver inexorablement, c'est d'anticiper les sujets de KYC et d'identification forte. Merci beaucoup, Hugues. Évidemment, personne ne peut échapper à un petit audit de sa distribution et se poser les questions qui sont propres à chaque club, mais est-ce que ce que je le distribue correctement, est-ce que la donnée elle remonte et est-ce que j'exploite tous les réseaux comme il faut pour justement faire ça compte. Merci à tous les trois pour vos partages très enrichissants. On peut les applaudir s'il vous plaît. Acceptio.